Sortez cet enfant d'ici immédiatement, cria l'infirmière en chef en voyant la fillette de seulement 7 ans grimper sur le lit d'hôpital, ses petites mains atteignant le visage pâle de l'homme inconscient. Les alarmes des appareils médicaux se mirent à retentir simultanément, créant un chaos assourdissant qui résonna dans les couloirs du Centre médical international. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les battements cardiaques, qui étaient lents et irréguliers depuis 3 semaines, commencèrent à s'accélérer de façon constante. La tension artérielle, qui était dangereusement basse, monta à des niveaux normaux en quelques secondes. Le docteur Anderson, neurologue avec 30 ans d'expérience, resta bouche bée en observant les moniteurs. « C'est impossible », murmura-t-il en ajustant ses lunettes tout en vérifiant les appareils 2-3 fois. Les signes vitaux se normalisent d'eux-mêmes. La fillette, inconsciente du tumulte autour d'elle, murmurait des mots inaudibles tout en maintenant ses mains sur la poitrine du patient. Ses yeux étaient fermés, comme si elle était en profonde concentration, et des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Hélène, l'agente d'entretien qui travaillait à l'hôpital depuis 15 ans, courut désespérément dans le couloir en entendant les cris. Son uniforme bleu délavé contrastait avec le cadre luxueux de l'hôpital privé, où chaque chambre coûtait plus que son salaire annuel. Elle savait que sa fille Luna avait de nouveau disparu, pour la 3e fois cette semaine. « Luna, ma fille, que fais-tu » murmura Hélène d'une voix tremblante, craignant la réaction des médecins. Elle connaissait les règles strictes de l'hôpital. Le personnel et leurs proches n'avaient pas le droit d'entrer dans les ailes des patients, surtout dans l'unité de soins intensifs exclusive où se trouvaient les cas les plus graves et importants. Le patient en question n'était autre que Richard Whitmore, magnate de l'immobilier, qui avait eu un accident dévastateur 3 semaines auparavant. Sa Ferrari avait percuté un arbre à grande vitesse lors d'une nuit pluvieuse, le laissant dans un coma profond. La famille Whitmore avait engagé les meilleurs spécialistes du pays, transformé la chambre en véritable suite hospitalière, mais rien ne semblait fonctionner. « Comment cet enfant est-il entré ici » demanda le docteur Martinez, cardiologue responsable du cas, sa voix chargée d'irritation et d'inquiétude. La sécurité devrait empêcher tout accès non autorisé. Hélène sentit le monde s'écrouler. Elle avait besoin de cet emploi. Mère célibataire, elle élevait Luna seule dans un petit appartement en périphérie, et travailler dans cet hôpital était sa seule source de revenus. Perdre ce travail signifierait ne pas pouvoir payer le loyer, l'école de Luna, les médicaments pour l'asthme de la fillette. « S'il vous plaît, docteur, ce n'est qu'un enfant. » Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, implora Hélène en tendant les mains pour prendre sa fille. « Je vais l'emmener immédiatement. » Mais quelque chose d'étrange se produisit lorsqu'Hélène s'approcha. Luna ouvrit les yeux pour la première fois et la regarda directement, chuchotant « Maman, il rêve d'une fille aux cheveux dorés. » Elle pleure et demande pardon. Le silence qui suivit fut assourdissant. Comment une enfant de 7 ans, qui n'avait jamais rencontré Richard Whitmore, pouvait-elle savoir pour Emily, sa sœur cadette qui s'était noyée quand il avait 12 ans? C'était un secret qu'il portait depuis des décennies, une culpabilité qui le tourmentait depuis l'enfance. Le docteur Anderson sentit un frisson lui parcourir l'échine. En toutes ces années de médecine, il n'avait jamais été témoin de quelque chose de semblable. Les appareils continuaient d'enregistrer des améliorations significatives des signes vitaux du patient, tandis que l'enfant restait en contact physique avec lui. « Ne déplacez pas encore la fillette », dit-il doucement, sa curiosité scientifique surpassant le protocole hospitalier. « Je veux observer ce qui se passe. » L'infirmière en chef, Margaret, une femme stricte avec plus de 20 ans d'expérience hospitalière, croisa les bras en signe de désapprobation. « Docteur Anderson, cela va à l'encontre de toutes les procédures. Si l'administration découvre... » « Les signes vitaux sont meilleurs qu'au cours des 3 dernières semaines, » l'interrompit le médecin. « Quoi qu'il se passe, ça fonctionne. » Hélène observait la scène, choquée. Sa fille avait toujours été différente des autres enfants. Depuis toute petite, Luna parlait de personnes qui visitaient ses rêves, mentionnait des détails sur des voisins qu'elle n'avait jamais rencontrés en personne. Hélène pensait toujours que c'était de l'imagination enfantine, mais commençait maintenant à tout remettre en question. La fillette continuait de chuchoter, ses mots devenant plus clairs. La fille aux cheveux dorés dit que ce n'était pas ta faute. Elle dit qu'elle t'aime et qu'elle veut que tu arrêtes de te sentir coupable. Richard Whitmore, inconscient depuis des semaines, bougea légèrement les doigts pour la première fois depuis l'accident. Le docteur Anderson nota furieusement dans son dossier, documentant chaque changement, chaque amélioration inexplicable. Il savait qu'il était témoin de quelque chose qui défiait toute sa formation médicale, quelque chose qu'il ne pouvait expliquer par la science conventionnelle. « Hélène, dit-il doucement, votre fille, elle a toujours été ainsi? Elle parle de choses qu'elle ne devrait pas savoir ?» La femme de ménage hocha nerveusement la tête, tenant encore le seau de nettoyage qu'elle avait abandonné en courant vers la chambre. Depuis petite,
Docteur. Je pensais que c'était de l'imagination, mais maintenant. Maintenant, nous devons comprendre ce qui se passe, conclut le médecin. Si vous aimez cette histoire incroyable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre vous impressionnera encore plus par le pouvoir inexplicable de cette fillette spéciale. 2 heures plus tard, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans les couloirs du Centre médical international. Les infirmières chuchotaient en groupe, les médecins échangeaient des regards incrédules, et tout le monde voulait en savoir plus sur la fillette qui avait touché l'intouchable Richard Whitmore. Victoria Whitmore, l'épouse du magnate, arriva à l'hôpital avec la fureur d'une tempête. Ses talons résonnaient sur le marbre poli, tandis qu'elle se dirigeait avec détermination vers la chambre de son mari, suivie de 2 avocats et d'un garde du corps. Elle avait bâti un empire aux côtés de Richard et ne permettrait pas qu'une telle situation menace sa position. « Où est l'enfant qui est entré dans la chambre de mon mari ?» demanda Victoria au docteur Anderson, sa voix tranchante comme une lame. « Je veux savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi personne ne m'a appelé immédiatement. » Le docteur Anderson avala sa salive. Victoria Whitmore était connue pour sa personnalité intimidante et pour poursuivre quiconque osait lui résister. L'hôpital dépendait des généreux dons de la famille, et tout conflit pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'établissement. « Madame Whitmore, je peux expliquer. Les signes vitaux de votre mari ont montré une amélioration significative après l'incident, commença-t-il prudemment. Je pense que nous devrions enquêter davantage avant de prendre une décision précipitée. Amélioration. Victoria rit avec mépris. Docteur, mon mari est dans le coma depuis 3 semaines. Les meilleurs neurologues du pays ont dit que les chances de récupération sont minimes. Et maintenant vous voulez me convaincre qu'un simple enfant a fait ce que la médecine n'a pas pu accomplir? Pendant ce temps, Hélène était interrogée dans le bureau de l'administration. Le directeur de l'hôpital, M. Thompson, un homme chauve et nerveux, tambourinait sur la table en analysant la situation. À ses côtés, le chef de la sécurité semblait embarrassé d'avoir échoué à maintenir la zone restreinte sécurisée. « Hélène, vous travaillez ici depuis 15 ans, dit Thompson, sa voix fatiguée. Vous avez toujours été une employée exemplaire. Mais ceci est grave. Je ne peux pas ignorer une violation de protocole aussi sérieuse. Monsieur Thompson, s'il vous plaît, ma fille n'a rien fait intentionnellement, supplia Hélène, les mains tremblantes. Elle a une condition spéciale. Parfois, elle agit de manière différente. Condition spéciale. Le directeur fronça les sourcils. Quel genre de condition? Est-elle autiste? A-t-elle un trouble quelconque? Hélène hésita. Comment expliquer que sa fille avait hérité d'un don qui se transmettait de génération en génération dans sa famille? Sa propre grand-mère disait que certains enfants naissaient avec un voile, capables de voir au-delà du monde physique. Mais cela semblait trop absurde pour un environnement scientifique. Elle fait des rêves très vivants. Parfois, elle confond rêve et réalité, murmura-t-elle, optant pour une explication plus acceptable. À ce moment-là, Luna était assise dans la salle d'attente pour enfants, dessinant sur une feuille avec des crayons de cire colorés. L'assistante sociale de l'hôpital, Sarah, observait intriguée tandis que la fillette créait des images détaillées d'une grande maison avec de vastes jardins et une piscine où flottait une enfant blonde, bras ouverts. « Luna, quel beau dessin !» dit Sarah gentiment. « Tu connais cette maison ?» La fillette leva les yeux, son expression trop sérieuse pour une enfant de 7 ans. « C'est la maison où l'homme endormi vivait quand il était petit. La fille aux cheveux dorés est morte dans l'eau parce qu'il n'a pas pu la sauver. » Sarah eut un frisson. Il était impossible qu'une enfant de la périphérie connaisse des détails sur le manoir Whitmore ou la tragédie familiale survenue des décennies auparavant. « Comment sais-tu cela, ma chérie ?» Elle me le raconte dans ses rêves. Elle dit qu'elle veut parler au frère, mais il n'entend pas quand il est réveillé. Alors elle attend qu'il dorme. Pendant ce temps, Victoria était enfin arrivée dans la chambre de son mari et était furieuse en voyant que les appareils montraient réellement des signes vitaux plus stables. Elle observait le visage de Richard, cherchant le moindre signe de changement pouvant confirmer ou infirmer ce que les médecins disaient. « C'est une coïncidence, déclara-t-elle, mais sa voix trahissait une pointe d'incertitude. Richard a toujours été résistant. Peut-être qu'il se rétablissait naturellement. » Le docteur Anderson montra les graphiques des derniers jours. « Madame, regardez ici. Les signes sont restés pratiquement inchangés pendant 3 semaines. Ce matin, exactement au moment où l'enfant a touché votre mari, il y a eu un changement dramatique et durable. » Victoria étudia les graphiques, son esprit calculateur analysant les informations. Elle avait bâti sa fortune en analysant des données, identifiant des schémas, en prenant des décisions basées sur des faits. Et les faits montraient une corrélation indéniable entre la présence de la fillette et l'amélioration de Richard.
Je veux rencontrer cet enfant, dit-elle enfin, surprenant tout le monde. Et je veux tout savoir sur elle et sa famille. Ce que Victoria ne savait pas, c'est que sa décision déclencherait une série d'événements révélant des secrets enfouis depuis des décennies. Dans le bureau de l'administration, Thompson venait de recevoir un appel qui allait tout changer. « Hélène », dit-il en raccrochant le téléphone, l'air perturbé. « J'ai besoin de poser quelques questions sur votre famille. Plus précisément sur votre grand-mère maternelle. » La femme de ménage pâlit. Sa grand-mère, Espérance, avait travaillé pour une famille riche dans les années 1980. Une famille dont le nom était Whitmore. « Pourquoi voulez-vous savoir des choses sur ma grand-mère » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Thompson la regarda avec une expression étrange. « Parce que je viens de découvrir qu'elle a travaillé pour les Whitmore pendant 15 ans. Et selon les registres, elle a été licenciée peu après la mort de la plus jeune fille de la famille. » Hélène sentit le monde tourner. Sa grand-mère n'avait jamais beaucoup parlé de cet emploi, se contentant de mentionner que c'était une période très douloureuse de sa vie. Maintenant, elle commençait à comprendre pourquoi Luna avait été attirée par Richard. Leur grand-mère était connectée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le premier rebondissement ne faisait que commencer, et personne à l'hôpital n'était préparé aux révélations qui allaient suivre. Le lendemain matin, Hélène arriva au travail 2 heures plus tôt, déterminée à découvrir la vérité sur sa grand-mère et les Whitmore. Elle avait passé toute la nuit à fouiller dans de vieux documents, des lettres jaunies et des photographies fanées que sa grand-mère Espérance avait conservées dans une boîte poussiéreuse au grenier. Ce qu'elle trouva la laissa sans voix. Parmi les papiers, il y avait une lettre de licenciement datée de 1985, signée par le patriarche de la famille Whitmore, le père de Richard. La raison officielle était « négligence grave entraînant un accident mortel ». Mais il y avait autre chose. Une photo de sa grand-mère tenant une fillette blonde d'environ 5 ans, toutes deux souriant dans le jardin d'un manoir. « Émilie », murmura Hélène, reconnaissant l'enfant des dessins de Luna. Sa grand-mère avait été la nourrice de la fillette qui s'était noyée. Pendant ce temps, Victoria Whitmore avait engagé un détective privé pour découvrir tout ce qu'il y avait à savoir sur la famille d'Hélène. Elle ne croyait pas aux coïncidences, surtout quand elles impliquaient la fortune de son mari. S'il y avait un lien entre ces personnes et les Whitmore, elle le découvrirait. « Madame Victoria », dit Marcus, le détective, en entrant dans son bureau luxueux. « J'ai trouvé des informations intéressantes sur la femme de ménage et sa famille. » Victoria leva les yeux des documents financiers qu'elle analysait. Depuis 3 semaines, après l'accident de Richard, elle transférait secrètement des actifs sur des comptes personnels, se préparant à la possibilité de devenir veuve. La fortune Whitmore valait des milliards, et elle ne comptait la partager avec personne. « Qu'avez-vous découvert » demanda-t-elle froidement. La grand-mère de la femme de ménage, Espérance Santos, a travaillé pour la famille Whitmore de 1980 à 1985. Elle a été licenciée après la mort de la fille Émilie. Mais voici l'élément intéressant. Elle n'a jamais poursuivi la famille pour licenciement injuste, n'a jamais parlé à la presse, elle a simplement disparu. Victoria fronça les sourcils. C'est étrange. À l'époque, n'importe quel employé aurait profité d'une tragédie familiale pour extorquer de l'argent. Il y a plus, poursuivit Marcus. Espérance Santos est morte il y a 5 ans, mais avant de mourir, elle a rendu visite à un avocat et a laissé une lettre scellée avec des instructions spécifiques. Elle ne devait être ouverte que si un membre de la famille Whitmore entrait dans le coma ou dans un état végétatif. Le sang de Victoria se glaça. Où est cette lettre ? Chez l'avocat. Il m'a dit qu'il y avait une clause étrange. La lettre ne pourrait être remise qu'à une enfant spéciale de la lignée Santos, en présence d'un Whitmore inconscient. Victoria se leva brusquement, renversant des papiers sur le sol. Espérance avait su. D'une manière ou d'une autre, elle avait prévu ce qui se passerait des décennies plus tard. À l'hôpital, Luna était retournée rendre visite à Richard, cette fois accompagnée de sa mère et supervisée par les médecins. La fillette avait tellement insisté que Hélène avait finalement cédé, surtout après que le docteur Anderson eut assuré que les signes vitaux de Richard s'amélioraient régulièrement pendant les visites. « Maman », dit Luna en tenant la main de Richard, « grand-mère Espérance est là aussi. Elle dit qu'elle a un message important pour toi. » Hélène sentit des larmes monter. « Quel message, ma fille ?» Elle dit qu'elle a gardé un secret pendant longtemps, mais qu'il est maintenant temps de dire la vérité. Elle dit que l'homme endormi n'a pas tué la fille aux cheveux dorés. Une autre personne l'a poussée dans la piscine. Le docteur Anderson, qui surveillait les appareils, cessa d'écrire. « Luna, comment sais-tu cela ?» La fillette ouvrit les yeux et regarda directement le médecin. Grand-mère Espérance a tout vu depuis la fenêtre de la cuisine. Elle a vu la mère d'Émilie pousser la fillette dans l'eau parce qu'elle était ivre et en colère. Le silence dans la chambre était assourdissant.
La mère d'Émilie était la défunte épouse de Richard Sœur, une femme connue pour ses problèmes d'alcool que la famille avait toujours essayé de cacher. Elle dit que Richard a essayé de sauver sa sœur, mais il n'était qu'un enfant et ne savait pas bien nager. Quand les adultes sont arrivés, la mère a menti et a dit qu'Émilie avait glissé toute seule. Hélène commençait à comprendre pourquoi sa grand-mère n'avait jamais parlé de cet emploi. Elle avait été témoin d'un meurtre et avait gardé le silence pour protéger la famille. Grand-mère Espérance dit qu'elle n'a pas dit la vérité parce que la famille menaçait de lui faire du mal, ainsi qu'à toi, maman. Mais maintenant, elle veut que Richard sache qu'il n'a jamais été coupable. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Richard Whitmore bougea légèrement la tête et émit un son faible, presque inaudible. Ses yeux restaient fermés, mais pour la première fois depuis 3 semaines, il y avait des signes clairs d'éveil. Le docteur Anderson courut vérifier les pupilles de Richard avec une petite lampe de poche. Il réagit à la lumière. Il commence à sortir du coma. Hélène serra Luna dans ses bras, comprenant enfin le don extraordinaire de sa fille. Ce n'était pas seulement parler aux esprits, c'était apporter justice, guérison et vérité à ceux qui en avaient le plus besoin. « Luna, » murmura Hélène, « que veut encore que nous sachions grand-mère Espérance ?» La fillette sourit pour la première fois depuis des jours. Elle dit qu'elle a gardé une preuve de ce qui s'est passé. Un enregistrement qu'elle a fait en cachette. Et elle dit qu'il est temps de le remettre aux bonnes personnes. À l'extérieur de la chambre, Victoria Whitmore venait d'arriver avec 2 gardes du corps et un avocat, prête à expulser Hélène et Luna définitivement. Elle ignorait que sa propre belle-mère avait été une meurtrière, et qu'une enfant de 7 ans était sur le point de révéler des secrets pouvant détruire complètement la réputation de la famille Whitmore. Le deuxième rebondissement arrivait, et cette fois, personne ne sortirait indemne. Victoria explosa dans la chambre comme un ouragan, ses avocats et ses gardes du corps derrière elle, déterminés à mettre fin à cette mascarade une bonne fois pour toutes. Mais elle s'arrêta brusquement en voyant Richard les yeux entr'ouverts, murmurant des mots incompréhensibles. « Richard » murmura Victoria, toute sa colère se dissolvant instantanément en choc. « Tu m'entends » Richard tourna lentement la tête vers la voix de son épouse, mais ses yeux cherchaient Luna. La fillette. « Émilie, elle est ici » murmura-t-il d'une voix rauque. « Elle m'a dit la vérité sur ce jour-là. » Le docteur Anderson documentait tout frénétiquement. En toutes ces années de médecine, il n'avait jamais été témoin d'un rétablissement aussi rapide et dramatique d'un coma profond. « Richard, tu es confus » dit Victoria en s'approchant du lit. « Tu as eu un grave accident. Émilie est morte il y a 40 ans. » « Non, » dit Richard plus clairement, essayant de s'asseoir. « Ma mère, elle était ivre. Émilie jouait au bord de la piscine quand maman est arrivée en criant à propos de l'argent que papa avait perdu au casino. Elle a poussé Émilie dans l'eau. » Victoria pâlit. « Richard, tu délires. Ta mère n'aurait jamais fait une chose pareille. »« J'ai vu, » continua Richard, des larmes coulant sur son visage. « J'ai essayé de la sauver, mais je n'étais qu'un enfant. Quand les adultes sont arrivés, maman a menti. Elle a dit qu'Émilie avait glissé. Elle m'a fait promettre de ne jamais dire la vérité. » Luna s'approcha du lit et toucha doucement le bras de Richard. « Grand-mère Espérance a tout vu depuis la cuisine. Elle a enregistré ta mère en train d'avouer ce qu'elle avait fait, ivre, cette même nuit. » Victoria se retourna brusquement vers Hélène. « Quel enregistrement? De quoi parle cet enfant ?» Hélène prit une profonde inspiration, sachant qu'il était temps de tout révéler. « Ma grand-mère travaillait dans la cuisine la nuit où Émilie est morte. Elle a entendu votre belle-mère avouer à son mari, complètement ivre, qu'elle avait poussé Émilie dans un accès de rage. »« C'est un mensonge » explosa Victoria. « Une tentative pathétique de faire chanter notre famille. »« Ce n'est pas un mensonge » dit une voix faible mais déterminée. Richard essaya de s'asseoir complètement. « Je me souviens de tout maintenant. Maman m'a fait jurer sur la Bible que je ne dirais jamais ce qui s'était réellement passé. Elle a dit que si je racontais, papa irait en prison pour complicité et que je resterais seul. » Le docteur Anderson interrompit doucement. « Monsieur Whitmore, vous devez vous reposer. Vous venez de sortir d'un coma de 3 semaines. »« Non, » dit Richard avec une force renouvelée. « J'ai porté cette culpabilité pendant 40 ans. Je pensais que c'était ma responsabilité de protéger Émilie, que j'avais échoué en tant que frère aîné. » Luna reprit sa main. « Émilie dit que tu as été le meilleur frère du monde. Elle dit qu'elle t'aime et qu'elle veut que tu sois heureux maintenant. » Victoria était en panique totale. Si cette histoire était vraie, non seulement elle détruirait la réputation de la famille Whitmore, mais elle pourrait aussi créer des précédents juridiques menaçant toute la fortune. Elle savait qu'elle avait tué un homme, métaphoriquement, en sabotant les freins de la voiture de Richard la nuit de l'accident.
Tu n'as aucune preuve, dit Victoria désespérément. Une cassette d'il y a 40 ans ne prouve rien. Hélène regarda Victoria droit dans les yeux. L'enregistrement est chez l'avocat de ma grand-mère. Et il y a plus, elle a aussi enregistré vos tentatives de la soudoyer pour qu'elle garde le silence. De plus, ajouta Richard, sa voix devenant plus forte à chaque instant, je me souviens que tu as trafiqué ma voiture, Victoria. La nuit de l'accident. Le silence dans la chambre était funèbre. Victoria avait été découverte dans 2 conspirations. La dissimulation du meurtre d'Émilie il y a 40 ans et la tentative d'assassinat de son propre mari. Tu te souviens? Bégaya Victoria, son masque d'épouse dévouée tombant enfin. Je me souviens de toi dans le parking, en train de bricoler sous la voiture quand tu pensais que je dormais au bureau, dit Richard, sa voix chargée de douleur et de trahison. Tu voulais ma mort pour tout prendre. Le docteur Anderson avait discrètement fait signe à la sécurité de l'hôpital. La situation échappait complètement à tout contrôle. Victoria tenta un dernier coup. Richard, tu es confus à cause du coma. Je suis ta femme. Je t'aime. Tu aimes mon argent, dit Richard avec une clarté dévastatrice. Tout comme ma mère aimait plus le statut social que sa propre fille. Luna s'approcha de Victoria, ses yeux innocents fixant la femme désespérée. Vous avez très peur, n'est-ce pas? Émilie dit que les gens qui ont peur blessent les autres. Victoria regarda l'enfant avec un mélange de terreur et de haine. Tais-toi, petite. Assez, cria Richard, tentant de se lever du lit. N'ose pas lui parler ainsi. Cette fillette m'a rendu ma santé mentale, ma paix, ma vie. Les gardes de Victoria firent un pas en avant, mais furent interceptés par la sécurité de l'hôpital. La situation se transformait rapidement en confrontation. À ce moment, Marcus, le détective engagé par Victoria, apparut à la porte avec 2 policiers. « Madame Victoria Whitmore, vous êtes arrêtée pour tentative d'homicide et conspiration. » Victoria regarda autour d'elle, désespérée, réalisant qu'elle avait été trahie par le détective qu'elle avait elle-même engagé. « Vous travaillez pour moi » cria-t-elle. « Je travaillais » corrigea Marcus. « Jusqu'à ce que je découvre que vous avez tenté de tuer votre propre mari. Certaines choses sont plus importantes que l'argent. » Alors que Victoria était menottée, Richard prit encore une fois la main de Luna. « Merci, petite sauveuse. Tu m'as rendu non seulement ma vie, mais mon âme. » Hélène observait la scène, les larmes de soulagement aux yeux. Enfin, 40 ans après, la vérité avait triomphé. La justice avait été rendue de manière complète et dévastatrice. 6 mois plus tard, le Centre médical international était devenu un endroit complètement différent. Richard Whitmore, maintenant complètement rétabli, avait transformé l'hôpital en une institution caritative, offrant des soins gratuits aux enfants défavorisés. La première aile inaugurée portait le nom Espérance Santos, en hommage à la grand-mère de Luna. Hélène n'était plus femme de ménage. Richard avait insisté pour la nommer coordinatrice de la nouvelle fondation Émilie Whitmore, créée spécifiquement pour aider les familles en situation de vulnérabilité sociale. Son premier jour dans son nouveau bureau, avec son propre bureau et son ordinateur, fut l'un des plus émouvants de sa vie. « Maman, tu pleures encore », dit Luna en entrant dans le bureau avec un bouquet de fleurs cueillies dans le jardin de l'hôpital. La fillette fréquentait désormais une école privée à proximité, grâce à Richard, mais visitait toujours l'hôpital après les cours. « Ce sont des larmes de bonheur, ma fille », dit Hélène en serrant Luna dans ses bras. « Je pense à grand-mère Espérance. Elle serait si fière de voir tout cela. » Le docteur Anderson avait publié un article médical sur le rétablissement inexplicable de Richard, ouvrant une nouvelle ligne de recherche sur le pouvoir thérapeutique du toucher humain et des connexions émotionnelles profondes. Des universités du monde entier étudiaient désormais le cas Luna, comme il était connu dans le milieu scientifique. « Je ne peux toujours pas expliquer scientifiquement ce qui s'est passé », admit le docteur lors d'une interview pour un magazine médical international. « Mais j'ai vu de mes propres yeux la transformation complète d'un patient désespéré. Parfois, la médecine doit accepter qu'il existe des forces qui dépassent notre compréhension. » Richard était devenu une personne complètement différente. La culpabilité qu'il portait depuis des décennies avait disparu, remplacée par une paix véritable et un but de vie renouvelé. Il vendit le manoir où Émilie était morte, donnant l'argent à des œuvres caritatives, et vivait désormais dans une maison simple mais confortable, proche de l'hôpital. « Luna a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée », déclara Richard lors de la cérémonie d'inauguration de la fondation. « Elle m'a appris que la famille ne se définit pas par le sang, mais par l'amour véritable et la volonté de faire des sacrifices les uns pour les autres. » Victoria Whitmore avait été condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre qualifié. Lors du procès,
Il fut prouvé qu'elle avait engagé un mécanicien pour saboter les freins de la voiture de Richard, planifiant d'hériter de toute la fortune. L'enregistrement d'Espérance fut également utilisé comme preuve du passé violent de la famille Whitmore, renforçant le dossier contre Victoria. La justice a finalement prévalu, déclara le procureur dans sa déclaration finale. 40 ans plus tard, Emily Whitmore peut reposer en paix, sachant que la vérité a été révélée. Luna n'eut plus jamais de cauchemar. Selon elle, Emily était venue dans ses rêves une dernière fois pour lui dire au revoir et remercier. Elle a dit qu'elle pouvait maintenant jouer au paradis sans tristesse, raconta Luna à Richard. Et elle a dit que tu es le meilleur frère de l'univers. L'histoire de Luna et Hélène s'était répandue dans les médias nationaux, inspirant des milliers de personnes. Émissions de télévision, documentaires et même livres furent consacrés à cette affaire. Mais elles restèrent humbles, concentrées sur l'utilisation de leur nouvelle position pour aider d'autres familles dans le besoin. Margaret, l'infirmière-chef qui avait été initialement hostile envers Luna, était désormais l'une des plus grandes défenseurs de la fillette. « Je me trompais », admit-elle publiquement. Parfois, les miracles arrivent dans des emballages inattendus. Une enfant de 7 ans m'a appris plus sur la compassion que 40 ans d'infirmerie. L'hôpital créa un protocole spécial appelé « Protocole Luna » pour les cas où des enfants démontraient des capacités intuitives particulières avec les patients. D'autres hôpitaux dans le monde commencèrent à mettre en œuvre des programmes similaires, reconnaissant officiellement le pouvoir thérapeutique des connexions émotionnelles profondes. Thomson, le directeur administratif, avait présenté des excuses formelles à Hélène pour avoir failli la licencier sans enquêter correctement sur la situation. « J'ai appris que parfois, il faut croire en l'impossible », déclara-t-il lors d'une réunion du conseil d'administration. Luna nous a montré que la science et la spiritualité peuvent coexister harmonieusement. À la veille du premier anniversaire du rétablissement de Richard, l'hôpital organisa une célébration spéciale. Médecins, infirmiers, patients et familles se réunirent dans le jardin nouvellement inauguré, un espace de méditation et de guérison dédié à la mémoire d'Emily. « Il y a 1 an, j'étais perdu dans l'obscurité », déclara Richard lors de son discours. « Une fille courageuse m'a ramené à la lumière. Mais plus encore, elle m'a appris que pardonner ne signifie pas oublier le passé, mais choisir de construire un meilleur avenir. » Luna, désormais âgée de 8 ans et toujours dotée de sa sagesse spéciale, monta sur la scène improvisée. « Je veux dire à toutes les personnes ici que parfois, des choses mauvaises arrivent, mais qu'il y a toujours une chance de faire de bonnes choses ensuite. Ma grand-mère Espérance disait toujours que l'amour est plus fort que tout. » Hélène regardait sa fille avec une immense fierté. De femme de ménage humble à coordinatrice d'une fondation multimillionnaire, son parcours avait été extraordinaire. Mais ce qui comptait le plus, c'était de savoir que Luna grandirait dans un environnement où ses dons spéciaux seraient respectés et nourris. Le docteur Anderson s'approcha d'Hélène pendant la fête. « Vous savez, Hélène, j'étudie toujours le cas de Luna. Je crois que certaines personnes naissent avec des capacités spéciales pour guérir non seulement les corps, mais aussi les âmes blessées. Ma grand-mère disait toujours que certains enfants naissent avec des missions spéciales, » répondit Hélène. Luna est venue au monde pour apporter la lumière là où il y avait l'obscurité. La soirée se termina avec Luna et Richard assis ensemble sur un banc du jardin, observant les étoiles. « Oncle Richard », dit Luna, utilisant le surnom affectueux qu'elle avait adopté, « Emily a dit qu'elle est heureuse maintenant. Et moi aussi je suis heureuse. Moi aussi, petite sauveuse. Moi aussi. » L'histoire de Luna avait prouvé que les miracles existent, que l'amour transcende les barrières sociales et que parfois, un enfant peut enseigner au monde entier la compassion, le pardon et